Depuis plus d'un an, le projet Scolive développe un observatoire qui permet aux particuliers récoltants, aux exploitants oléicoles et aux pépiniéristes de mieux comprendre les conditions de croissance, de développement et d'apparition des maladies de l'olivier, avec pour objectif à terme d'anticiper leur traitement. Au-delà de cet objectif, cet observatoire permet le suivi de l'évolution du climat en considérant l'olivier comme un indicateur bioclimatique. Par exemple, en analysant les dates et volumes de floraison dans les circonstances actuelles de très grand stress hydrique. Ce qui permet en outre une meilleure connaissance et sensibilisation autour de ce patrimoine. En effet, lorsqu'un oléiculteur et ou un particulier observe une anomalie, il l'enregistre dans l'application Scolive. En utilisant les données présentes dans la base de données du Scolive et en les corrélant avec les informations recueillies sur le terrain, la cause de cette anomalie peut être identifiée. L'application permet ainsi de suivre géographiquement l'évolution des maladies de l'olivier. Le projet Scolive est né de la collaboration entre Acri-ST, Argance France et les communes du Pays de Grasse. Ce projet sert aussi le plan de transition écologique PTE de la CAPG dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Mais concrètement, comment ça marche ? Le projet se déroule en 3 phases. La première phase, appelée la phase liminaire, consiste à cartographier la localisation des oliviers. Cela permet d'établir une base de données géographique précise sur la répartition des oliviers. La deuxième phase, appelée phase routine, implique la collecte de données spatiales et la détermination des indices de végétation. Les images satellitaires sont capturées par les satellites Pléiades et Copernicus Sentinel 2A et B. Ces 2 sources se complètent parfaitement. Pléiades fournit des images d'une grande précision, tandis que les satellites Copernicus Sentinel offrent une fréquence d'imagerie plus élevée. Les observations faites par l'application, la vérité terrain, complétée par les images satellites, permettent, après un travail statistique, de créer une carte de géolocalisation des oliviers. Cette étape est possible grâce également aux données fournies par les exploitants agricoles via l'application Scolive. Durant cette phase, tous les acteurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, peuvent contribuer en fournissant des informations. Ces observations sont géolocalisées, horodatées et les données environnementales associées, température, vent, sont enregistrées. Enfin, la troisième phase, appelée phase d'analyse, consiste à corréler l'ensemble des informations recueillies avec les données collectées sur le terrain. Cela permet de réaliser une analyse approfondie et de tirer des conclusions sur les conditions pilotant les évolutions phytosanitaires de l'olivier. Le projet a déjà reçu un accueil chaleureux auprès des oléoculteurs, mouliniers et par de nombreuses associations en lien avec le maintien du patrimoine dans les très petites communes. À terme, Scolive vise à étendre sa couverture à l'ensemble des pays méditerranéens. Les versions italiennes et espagnoles de l'application sont déjà disponibles. L'avenir s'illumine pour l'olivier, qui porte à lui seul tout un symbole culturel et socio-économique, au-delà d'une simple utilisation gustative et cosmétique. Bon, je te laisse Merci reprendre. Océane. Oui, donc je vais élaborer un peu sur le contexte du projet. Et c'est un projet qui se trouve vraiment à la croisée entre préoccupations scientifiques, préoccupations politiques et aussi un maintien de traditions et de culture ancestrales. Donc, en parlant de préoccupations scientifiques, là, on est sur des suivis et des études du climat. Les préoccupations politiques, ça touche plutôt à le plan climatique, aux transitions écologiques et aux projets alimentaires territoriaux. Et c'est pour ça qu'on travaille en collaboration étroite avec la CAPG, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. C'est parce qu'ils sont fort impliqués dans toutes ces questions politiques et les sujets scientifiques et de patrimoine les intéressent également. En parlant de tradition et de culture, oh désolé, merci Océane. En parlant de tradition et culture ancestrale, c'est important de parler du fait que la culture de l'olivier fait vraiment partie du patrimoine méditerranéen, le patrimoine matériel et immatériel. Et malheureusement, ce patrimoine est menacé par une perte de connaissances et l'abandon des cultures. Je peux vous en parler plus après si vous voulez, mais le risque, c'est que si on ne fait rien, on va perdre cette culture et ce patrimoine. Merci. On va passer maintenant, oui, à la donnée dans notre projet. Donc, cet observatoire est assez particulier parce qu'il est vraiment multisource, s'appuyant sur plein de diverses sources de données, non seulement des données high-tech qu'on utilise déjà beaucoup dans le monde spatial, mais aussi des données
plutôt low-tech des données de citoyens. Les données high-tech, là, on parle de données satellitaires, de données in situ et de la modélisation faite à partir d'images Sentinel-2 du programme Copernicus et qui utilise déjà les scientifiques pour faire des analyses scientifiques. Après, on y rajoute aussi des données de sciences participatives, donc c'est-à-dire des observations de oléiculteurs, de citoyens et de propriétaires d'oliviers qu'on a vu dans la vidéo, qui sont faites à partir de l'application Scolive et qui, grâce au GPS du téléphone, nous permettent de géolocaliser ces données et même en situation sans réseau. Donc ça, c'est assez pratique. On parlera maintenant des usages de la donnée dans notre projet. Donc, si on peut passer à la prochaine diapo, Océane, merci. Il y a différentes sortes d'usages. Le premier, c'est un cadastre. Oups, oui, merci. Le premier, c'est un cadastre à base d'imagerie spatiale, satellitaire, mais qui sont validés par les observations de citoyens. Et après, on rassemble plein de différentes sources de données aussi, les sources dont je vous ai parlé, pour faire des suivis phénologiques et phytosanitaires. Donc, quand on parle de suivi phénologique, c'est vraiment des différentes caractéristiques phénologiques de l'olivier qui vont nous permettre de faire des proxys qui peuvent être utilisés en tant que proxy du climat comme marqueurs biologiques, que ce soit la date de floraison, la date de récolte ou l'état phytosanitaire des oliviers. En parlant de l'état phytosanitaire des oliviers, je vais aussi vous en profiter pour parler d'un de nos projets qui explore l'utilisation d'indicateurs de végétation pour évaluer cet état phytosanitaire. Et là, on aimerait détecter les différentes signatures spectrales selon les maladies des oliviers. Donc, ceci peut aussi être validé par les observations de citoyens parce que dans le terrain, c'est assez facile de voir lesquels oliviers sont en bonne santé, sont malades ou ceux qui ont des parasites. Ceci nous permettront ces données-ci nous permettront de valider les données satellitaires et les études avec les indices de végétation. Après, là, on commence à voir vraiment la valeur rajoutée de ces données de sciences participatives parce qu'elles sont non seulement importantes pour la validation de données satellitaires, mais aussi pour ajouter des informations complémentaires. Et je vais vous parler d'un exemple en particulier avec la date de récolte. Grâce aux observations des citoyens, des témoignages de plusieurs citoyens d'oléiculteurs, on a vu un avancement de la date de récolte de 3 mois en moins de 100 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en 1930, les olives étaient cueillies entre décembre et avril. Mais là, maintenant, elles sont actuellement cueillies entre octobre et janvier. Donc, cet avancement, on se doute que c'est probablement dû à l'évolution du climat, mais après, c'est pour ça que c'est important d'avoir et de mettre en place un observatoire climatique pour qu'on puisse valider cela avec des études rigoureuses. Avant de passer à la prochaine diapo, en fait, je vais en profiter pour parler d'un autre avantage de ces données des données citoyennes, c'est que l'avantage, c'est que ça nous permet de faire un décloisonnement du spatial. Donc, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à différentes manières d'observation, certaines moins techniques. Ces données sciences participatives, elles sont moins techniques, mais elles nous permettent quand même de contribuer de la valeur aux analyses scientifiques. Merci de passer à la prochaine diapo, Océane. Super. Là, où en sommes-nous sur le projet? Là, je vais commencer par parler de la partie SCO du projet. Donc, dans le contexte de la labellisation Space Climate Observatory, on se trouve à la fin du projet.
on est dans la phase de déploiement parce que les outils ils existent déjà et ils sont en pleine exploitation par les utilisateurs dont on a parlé. Et là, on utilise actuellement les données de sciences participatives pour valider les données satellitaires. Et on voit là une des dernières réalisations, c'est une carte d'occupation des sols où on voit en vert clair où il y a des oliviers et en vert foncé où il y en a plusieurs. Et ceci était fait grâce à différentes sources d'observation, comme je l'ai bien dit. Et là, du coup, à la fin de cette partie SCO, on compte quand même continuer et avancer le projet en différentes phases. Donc là, je vais passer à la prochaine diapo où on va expliquer ces différentes phases. Donc la partie SCO du projet se trouvait dans la phase diagnostique. C'est là où on est actuellement et ça consiste en la recueil de différentes sources de données pour faire le cadastre et la carte d'occupation des sols que vous avez vu. Après cette phase-ci, on va passer à une prochaine phase de pronostic et ceci concerne surtout les scientifiques qui vont exploiter les données de la première phase diagnostique et ceci pour faire des études, de trouver des corrélations entre différentes variables, les variables phénologiques, les variables liées à l'état phytosanitaire et les variables liées au climat aussi, ceux dont on a parlé, pour aller à la recherche de relations cause et effet qui pourront expliquer les observations et les événements qu'on a vus dans la première phase diagnostique. Après, il y a un autre élément important dans cette phase pronostic, c'est que les scientifiques qui font ces pronostics relaient les informations aux oléiculteurs et aux particuliers pour deux raisons principales. C'est déjà pour les motiver à continuer de fournir des informations, mais aussi en ayant les résultats des études, ils peuvent adapter leur manière de récolte pour les oliviers, pour les olives. Et là, en troisième phase, on va passer à une phase où on inclut les politiques et les gestionnaires qui vont travailler avec les scientifiques pour proposer des stratégies d'anticipation et remédiation. Donc, ces trois phases ont un ordre chronologique, mais c'est aussi très important de savoir qu'elles se passent en parallèle. Donc, une fois qu'on a enclenché la phase diagnostique et qu'on puisse passer à la phase pronostic et puis anticipation, remédiation, quand les trois phases seront bien enclenchées, on va continuer à les travailler en parallèle. On va continuer à faire des recueils de données, on va continuer à faire des études pour ensuite continuer à faire de l'anticipation et de la remédiation. Je vais prendre l'occasion de conclure. Je vais prendre cette occasion pour vous faire un petit rappel du fait que ce projet, c'était un petit prototype sur le territoire du pays de Grasse, qui se trouve dans le sud-est de la France. Mais après, vu le succès que ça a eu dans ce territoire, nous espérons étendre l'échelle géographique du projet sur l'entièreté de la Méditerranée, l'entièreté de la zone de culture de l'olivier. Merci beaucoup pour votre attention. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup Florence. On a quelques questions en ligne. Donc, Ok, super. Christian qui demande s'il y a un contrôle a posteriori des données in situ remontées par les oléiculteurs et le citoyen qui n'ont pas la même connaissance de l'état phytosanitaire des oliviers. Pardon, là, je vais juste répéter la question à mes collègues qui, malheureusement, on a un petit souci de son. Ok, pas de souci. Donc, ah oui, c'est cette question-ci de Christian. Des données in situ remontées par les oléiculteurs qui ont une connaissance fine et les citoyens. Du coup, pardon, la question c'était de. Est-ce qu'on fait une différence entre les deux? Oui. Oui, quand même, parce que les données in situ sont intégrées dans la partie high-tech du projet dont on a parlé d'abord. Donc là, c'était vraiment de combiner les données high-tech d'abord et puis après, les données des citoyens sont utilisées pour certaines parties aussi pour rajouter des validations, mais après, des fois, c'est pour ajouter des informations complémentaires. Donc, elles ne sont pas toujours utilisées de la même manière et c'est un peu en fonction des différentes étapes du projet,
du progrès. Je laisse Antoine Trouillet ajouter ses remarques. Je vais prendre le casque peut-être pour répondre. Oui, bonne idée. Excusez-nous. Alors, ce que je comprends dans cette question, c'est si on fait une distinction entre les observations par des professionnels et par des amateurs, des gens qui ont simplement des oliviers chez eux ou qui en observent sur leur parcours. Actuellement, on ne fait pas la distinction. Donc, l'étude est basée sur les statistiques et donc sur la quantité d'observations qui sont faites. Alors évidemment, on n'a pas forcément la même qualité si c'est un professionnel qui connaît parfaitement le métier et si c'est un amateur qui va faire une observation. Mais statistiquement, ça nous donne des résultats satisfaisants. Alors ensuite, dans une prochaine version de l'application, on pourra choisir, on prévoit de faire une autre version plus avancée avec un mode expert justement. Et par exemple, dans l'actuel, on a simplement 7 maladies, je crois, 7 ou parasites qui peuvent être identifiés. Effectivement, des professionnels nous ont dit, mais c'est pas assez, il y a plus de maladies que ça. On a mis les principales, mais on fera un mode expert pour que les gens qui connaissent vraiment puissent se préciser. On prévoit aussi un mode expert dans lequel les gens qui connaissent bien seront capables de dire quelle est la variété, l'espèce d'arbre, parce qu'on verra peut-être des différences. Voilà. Mais ça arrivera dans une prochaine étape. Là, on est resté simplement. On se dit que statistiquement, quand on a des centaines de données, même s'il y en a quelques-unes qui sont incorrectes, c'est noyé, quoi. Et l'avantage sur notre zone, c'est qu'il y a plutôt qu'une espèce qui est. Oui. Oui. 95% des arbres qu'on voit, c'est une espèce de. Oui. Mais bon, avec les projets d'extension, il faudra prévoir ça. Je vois la deuxième question. Quel retour avez-vous des remontées citoyennes, niveau de téléchargement, nombre de données envoyées, pourcentage du public? C'est effectivement un projet qui est assez difficile à vendre, je dirais. C'est-à-dire que les gens qui ont des arbres chez eux ont un petit peu de mal à adhérer parce qu'ils ne voient pas un intérêt immédiat pour eux. Hein. De toute façon, tout ce qui est proposé comme ça, si les gens ne voient pas tout de suite un intérêt, ils se lassent vite. Donc, c'est à nous de faire une communication active, de relancer régulièrement. Ensuite, le niveau de téléchargement, on a plusieurs centaines de participants et si on va sur le site web scolive.eu, on peut suivre le nombre d'observations. Et actuellement, on est à près de 800 près de 800 observations. Donc, on est satisfait parce que c'est uniquement sur la petite zone géographique du Pays de Grasse. Donc, c'est quand même déjà des résultats très encourageants. Mais après, pour essayer d'étendre aussi, Antoine a parlé des problèmes pour engager le public dans ces recueils de données. On a quand même fait des interventions dans des écoles aussi parce que un des problèmes avec la culture de l'olivier, c'est que c'est une population vieillissante qui s'intéresse dans ce sujet et elle n'est pas nécessairement transmise de génération à génération. Ces connaissances ne sont pas toujours transmises. Mais en allant faire des interventions dans des écoles, en leur amenant l'outil Scolive, qui est tellement banalisé à un point auquel les enfants arrivent à manipuler cette application et à faire des observations dans le terrain, on essaye d'augmenter la participation pour cet outil-là. Oui, non, mais je ne sais pas si... Est-ce Je ne sais pas s'il y que a d'autres questions. Ouais. De toute façon, je les répéterai. Ah oui, j'avais une précision, oui. Précision à ajouter sur concernant la partie analyse et donc la partie scientifique. À chaque observation qui est faite, donc on a la position par le GPS du téléphone et l'heure, enfin c'est horodaté, et on récupère ensuite toute une série de paramètres environnementaux juste à ce point et à cette heure. Donc on peut avoir température, le vent, l'humidité, enfin voilà. Vous savez quelles sont quelle est la diversité des informations qu'on peut avoir avec Copernicus. Donc ensuite, voilà, à chaque point d'observation, on a des données environnementales. Et c'est ça ensuite qu'on va essayer de travailler pour essayer de trouver des relations de cause à effet entre peut-être des causes, enfin des problèmes phytosanitaires, l'apparition de parasites par exemple, et des conditions environnementales.
Voilà, si par exemple on se rend compte qu'à chaque fois qu'il pleut 5 jours, on a l'apparition d'un parasite bien défini, on pourra justement ensuite passer dans la phase d'anticipation, de remédiation, c'est-à-dire on saura qu'une période de 5 jours de pluie arrive et donc on risque d'avoir tel parasite et on pourra donc traiter en amont. Voilà, c'est là que la partie statistique et analyse va être importante. Ce sera beaucoup plus de travail de team. Très bien, merci Antoine pour les précisions. J'ai l'impression qu'on arrive sur la fin de la session, qu'il n'y ait pas d'autres questions.